Les menottes claquèrent autour des poignets du lieutenant Emily Hayes, un son si net, si froid, qu'il coupa la respiration de toute la salle. Ce n'était pas juste le bruit du métal, c'était celui d'une sentence, d'un avertissement. Voilà ce qui arrive quand une femme croit pouvoir jouer aux soldats, murmura quelqu'un au fond. Les flashs des journalistes crépitaient, violents comme des tirs de rafale. La lumière blanche faisait briller le vernis écaillé du parquet, l'uniforme impeccable d'Émilie, ses décorations qu'on lui avait laissé porter par respect de la procédure. Elle se tenait droite, menton levé, malgré la douleur des bracelets trop serrés. À cet instant précis, elle n'était plus la tireuse d'élite décorée des cils, ni celle qu'on surnommait Angel sur le terrain. Elle n'était plus qu'une silhouette isolée, un exemple qu'on exposait pour rappeler à tous les autres que l'armée avait ses limites, et qu'une femme n'y dépassait pas la ligne sans payer le prix. Abonnez-vous si vous pensez que certaines batailles valent d'être entendues. Procédure standard, lieutenant, dit le sergent chargé de la menotter, la voix basse, presque désolée. Je sais, répondit-elle. Sa voix était calme, sans tremblement, comme si elle récitait une phrase apprise depuis toujours. Sur le banc des journalistes, une jeune femme aux cheveux rouges prit des notes à la hâte. À côté d'elle, un vétéran de la presse militaire secoua la tête. « Il la traite comme une menace, » dit-il, comme si elle portait encore son fusil. « C'est ce qu'ils veulent que le public voie, » répliqua la jeune femme. « Une menace, pas une victime. » Le juge Franklin Mercer entra alors, lourd dans sa robe noire, le visage marqué par une carrière passée à observer la guerre à travers les lois. Il tapota son bureau du plat de la main, demandant le silence. « Lieutenant Emily Hayes, vous êtes accusé d'agression sur un officier supérieur. Comment plaidez-vous ? Non coupable, votre honneur. Et vous comprenez la gravité de l'accusation ? Parfaitement. » Le procureur se leva lentement, sa cravate rouge comme une blessure. « Votre honneur, permettez-moi de rappeler que le lieutenant Hayes est une experte en tir de précision. 34 ennemis neutralisés officiellement. Son entraînement la rend dangereuse. Pour sa sécurité et pour la nôtre, les menottes sont justifiées. » Un murmure parcourut la salle. « Dangereuse. » Le mot se répandit comme une traînée de poudre. Émilie sentit son cœur battre plus vite, mais son visage resta immobile. Dans sa tête, une phrase revenait sans cesse. « Ils n'ont pas peur de moi. Ils ont peur de ce que je représente. » Mercer leva les yeux vers elle. « Vous avez servi dans 3 zones de guerre. Vous avez été décoré pour bravoure. Pourquoi en êtes-vous là aujourd'hui ?» Émilie croisa son regard. « Parce qu'un jour, j'ai refusé un ordre qui n'avait rien à voir avec le combat. » Un silence. Puis le procureur éclata d'un rire sec. « Un refus d'ordre ? Oh, vous voulez dire d'un supérieur hiérarchique ?» Elle ne répondit pas. Le juge soupira, visiblement agacé par le spectacle. « Allons droit au but. Les preuves, maître. » Le procureur se pencha vers son dossier. Témoignage du capitaine Michael Tran, supérieur direct de l'accusé. Des traces de lutte, un témoin indirect. Et une attitude d'insubordination chronique. Le mot insubordination provoqua un petit sourire sur les lèvres d'Émilie. Si le courage avait un autre nom, c'était celui-là. Derrière elle, un gradé murmura « Ils veulent la briser ». Un autre répondit « Non, ils veulent qu'elle se taise ». Le juge Mercer commença à parler, mais le bruit soudain des grandes portes du tribunal le coupa. Boum! Tout le monde se retourna. Les militaires dans la salle se levèrent d'un même mouvement. Le greffier, nerveux, cria presque « Mijnon !» Amiral dans la salle. Les conversations s'éteignirent d'un coup. Même les flashs cessèrent. Dans l'encadrement des portes apparut une silhouette immense, drapée d'un uniforme blanc immaculé. Les galons dorés brillaient sous les néons. L'air sembla se figer, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. L'amiral Robert Sinclair avança d'un pas mesuré, les yeux droits, sans un mot. Son regard glissa sur le juge, sur le procureur, puis s'arrêta sur Émilie. Elle ne bougea pas, mais ses mains tremblèrent, à peine perceptibles. Il s'arrêta à 1 mètre d'elle. Le silence était total. Sinclair sortit une petite clé d'argent de sa poche et, sans demander la permission, fit sauter le verrou des menottes. Clac. Le métal tomba au sol, lourd, résonnant dans la salle comme un tir de canon. Personne n'osa bouger. Le juge leva la main, hésitant. « Amiral, je... » Mais Sinclair ne le regarda même pas. Ses yeux restaient fixés sur Émilie, et dans sa voix il n'y avait ni colère ni pitié, seulement une certitude glaciale.
Personne n'enchaîne un soldat qui a versé son sang pour ce pays. Pas aujourd'hui. Pas devant moi. La salle entière retint son souffle. Le métal froid des menottes gisait encore au sol quand l'amiral Sinclair se redressa lentement. Personne n'osait bouger, le juge Mercer s'humecta les lèvres, la gorge sèche, conscient que chaque geste désormais serait scruté par les caméras. « Amiral Sinclair, je ne suis pas certain de comprendre votre intervention. »« Ce n'est pas grave, » répondit l'amiral sans lever les yeux vers lui. « Vous comprendrez bientôt. » Sa voix n'avait rien d'autoritaire au sens militaire. C'était celle d'un homme habitué à parler au vent, à l'océan, à la mort. Une voix calme, mais impossible à contredire. Il se tourna vers Emily. « Lieutenant Hayes. » Elle redressa les épaules, machinalement, réflexe de soldat. « Amiral. »« Vous êtes blessé ?»« Seulement à l'orgueil, monsieur. » Un léger sourire traversa son visage, presque imperceptible. Puis, à haute voix, de sorte que chaque mot résonne jusqu'au mur, « Ses mains, dit-il en désignant celles d'Émilie, ont fait plus pour ce pays que toutes les déclarations de ce tribunal réuni. Ses mains ont tenu le souffle d'un sniper à 2 kilomètres d'une cible, sous le feu ennemi. Et vous osez les enchaîner ?» Le silence fut total. Le procureur, blême, tenta de reprendre contenance. « Amiral, avec tout le respect que je vous dois, ceci est une audience militaire, et votre présence n'était pas... » « Prévue ?» acheva Sinclair. « Justement, ce que vous faites ici n'était pas prévu non plus. » Il s'avança de 2 pas. L'air vibrait autour de lui. Ce n'était pas la colère, c'était le poids de la légitimité. Émilie sentait ses muscles se relâcher, son cœur battre dans ses tempes. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait l'impression d'être vue, non pas jugée, mais reconnue. Le juge Mercer chercha ses mots. « Amiral Sinclair, ce tribunal agit conformément au code militaire. Les accusations sont sérieuses. » « Les accusations sont fausses, » coupa Sinclair d'un ton glacial. « Et si vous voulez parler de code, commençons par celui de l'honneur. » Un murmure s'éleva du côté du public. Plusieurs officiers se regardaient, mal à l'aise. Le procureur fit signe à un greffier de couper les caméras, mais Sinclair l'arrêta d'un simple geste. « Laissez tourner. Le pays doit voir comment vous traitez ses soldats. » Émilie ferma brièvement les yeux. Les mots de l'amiral la frappaient comme des balles lentes. Dans sa mémoire, un autre bruit surgit, celui du vent dans le désert, le cliquetis du fusil, la respiration mesurée avant le tir. Un souvenir la submergea. Fallujah, 2016. Le sable fouettait son visage. Elle se souvenait de la chaleur, du goût du sang sur ses lèvres, son équipe encerclée dans une ruelle, des civils pris entre les lignes, une voix dans son oreillette. Pas de tir sans ordre, Ace. Répété, pas de tir sans ordre. Mais elle voyait, à travers sa lunette, une fillette courir, une grenade dans les mains d'un gamin terrorisé. 1 seconde, 2, elle inspira, visa, un tir, une poussière rouge. Silence. Elle avait sauvé 6 vies ce jour-là, et depuis, on lui répétait qu'elle avait agi par émotion. De retour dans la salle, la voix du juge la ramena au présent. « Lieutenant Hayes, pouvez-vous confirmer que vous aviez reçu l'ordre de ne pas intervenir ?»« Oui, monsieur. »« Et pourquoi l'avoir enfreint ?» Émilie le fixa droit dans les yeux. « Parce qu'il était injuste. » Sinclair tourna lentement la tête vers Mercer. « Voilà pourquoi elle est ici, parce qu'elle n'a pas su se taire devant l'injustice. Et parce qu'elle a refusé d'obéir à un ordre d'un homme qui confond autorité et pouvoir. » Le nom du capitaine Tran n'avait pas encore été prononcé, mais il flottait dans l'air comme une ombre. Le procureur referma brusquement son dossier. « Amiral, tout cela n'a rien à voir avec le dossier. L'incident dont vous parlez n'est pas lié à l'agression actuelle. »« Oh si, » dit Sinclair en baissant la voix, « tout est lié, vous comprendrez bientôt pourquoi. » Puis, à l'adresse du juge, « Je demande que le lieutenant soit libéré sous ma garde jusqu'à la reprise de l'audience. Vous avez ma signature et ma parole. » Mercer hésita, puis hocha la tête. « Accordé. » Un souffle de soulagement parcourut la salle. Émilie sentit les chaînes invisibles se desserrer. L'amiral lui posa brièvement la main sur l'épaule. « Tenez bon, lieutenant. La tempête ne fait que commencer. » Ils sortirent ensemble du tribunal, sous les regards figés des journalistes. Dehors, le soleil frappait les marches comme un feu blanc. « Où allons-nous » demanda Émilie. « Là où tout a commencé, » répondit-il. « Là où on a décidé que votre silence valait plus que votre vie. » Il monta dans la voiture officielle. Elle s'assit à côté de lui. Dans le rétroviseur,
Le bâtiment du tribunal s'éloignait lentement, englouti par la poussière. Et dans cette poussière, Émilie sentit revenir le goût du désert, celui du sable de Falloujah, et du mensonge qui l'avait suivi depuis ce jour. Le vent soufflait comme un cri sec à travers les ruines. Le sable portait l'odeur du métal brûlé, du kérosène et du sang. Emily Hayes ajusta la lunette de son M2010, allongée sur le toit d'une école éventrée. Sous elle, Falloujah vibrait de chaleur et de peur. « Équipe Bravo, position confirmée ?» La voix du sergent Dwyer grésilla dans son oreillette. « Ici Hayes, position haute, secteur nord, visuel sur le marché principal. Restez en observation, pas de tir sans ordre. » Ces mots, toujours les mêmes. Pas de tir sans ordre. Elle les avait entendus dans 3 zones de guerre, 3 fois trop. À sa droite, le soldat Jenkins surveillait les ruelles avec sa carabine. Il transpirait, nerveux. « On dirait qu'il bouge, » murmura-t-il. « T'as vu le gamin avec le sac ?» Émilie bascula la lunette. Un garçon d'à peine 12 ans avançait, les yeux vides. Derrière lui, 2 silhouettes armées s'éloignaient déjà. Le sac sur son dos était trop lourd, trop rigide. « Ce n'est pas un gamin, » dit-elle. « C'est une bombe ambulante. » Dans son oreille, Dwyer reprit. « Attendez la confirmation du commandement, lieutenant. » On n'a pas le temps. Elle respira lentement. Les secondes s'étiraient comme des années. À travers la lunette, elle vit le garçon trébucher, lever la tête, leurs regards se croisèrent. Une larme, ou peut-être une goutte de sueur, coula sur sa joue. « Tirez pas, Hayes. Trop tard. » Bang. Le silence qui suivit ne ressemblait pas à la paix. C'était celui de la conscience. Le souffle de l'explosion secoua la rue. Le sac avait explosé plus tôt que prévu, dévié par son tir. Sans elle, le marché entier aurait disparu. Elle sauva 6 civils, 2 Marines et un journaliste. Mais à la radio, le silence des supérieurs pesait lourd. Commandement à unité Bravo. Hayes restait en position. Rapport immédiat des retours à la base. La nuit tomba. Le sable s'était teinté de cendres. Émilie était assise à l'arrière du blindé, casque sur les genoux. Dwyer posa une main sur son épaule. « Tu leur as sauvé la vie, M. Tu crois qu'ils vont le voir comme ça ?» Il haussa les épaules. « Tu sais comment ils sont. S'ils ne l'ont pas ordonné, c'est que ça ne s'est pas passé. » Quand ils revinrent à la base, l'accueil fut glacial. L'air conditionné, les regards fuyants, les couloirs trop propres. Capitaine Michael Tran les attendait, debout, mains croisées derrière le dos. « Lieutenant Hayes, vous avez désobéi à un ordre direct. J'ai empêché un attentat, monsieur. » « Ce n'est pas la question. Vous avez tiré sans autorisation. » Elle se mordit la langue pour ne pas répondre. « Mon rapport, monsieur ? Vous le ferez. Mais gardez à l'esprit, le courage ne remplace pas la discipline. » Elle sortit, la mâchoire serrée. Jenkins la rattrapa dans le couloir. « Il te hait, » souffla-t-il, « parce que tu fais ce qu'il n'a jamais osé faire. » Les jours suivants furent un brouillard de rapports, d'interrogatoires, de regards hostiles. Certains camarades la félicitaient en secret, d'autres l'évitaient. Le soir, elle nettoyait son fusil dans le silence de la tente. Chaque pièce brillante reflétait son propre doute. « Agit par émotion », avaient écrit les officiers dans son dossier, 3 mots qui suffisaient à effacer tout ce qu'elle avait fait. Une nuit, alors que le camp dormait, elle monta sur le toit du bunker d'observation. Le ciel du désert brillait d'étoiles blanches. Dwyer la rejoignit, une tasse de café à la main. « Tu ne dors jamais, toi ?»« Pas depuis ce jour-là. »« Tu referais la même chose ?» Elle réfléchit un instant. « Oui, même en sachant ce que ça me coûtera. » Il hocha lentement la tête. « Alors tu n'as rien à regretter. » Le lendemain, le capitaine Train la convoqua dans son bureau. La pièce sentait le cuir et la poussière de dossiers classés. Il la regarda avec un sourire froid. « Vous êtes exceptionnel, lieutenant, et vous le savez, mais ici, ce genre d'attitude attire les mauvaises attentions. J'en ai déjà quelques-unes, monsieur ? Il y a une ligne à ne pas franchir, Ace. L'armée aime les héros, tant qu'ils restent à leur place. » Elle soutint son regard. « Et quelle est la mienne, capitaine ? » ?»« Celle qu'on vous donne. » Il fit glisser un dossier vers elle. Son rapport disciplinaire. Insubordination. Manquement au protocole. État émotionnel instable. Chaque mot était un poison lent. Avant de partir, elle se retourna. « Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ce qui s'est passé là-bas, je le referai. Parce que si c'est ça être un soldat, alors j'en suis une.
Quelques mois plus tard, elle reçut une citation pour bravoure. Les journaux racontaient le tir héroïque d'une tireuse d'élite américaine. Mais à la base, le silence restait le même. Les sourires forcés, les conversations coupées dès qu'elle entrait dans une pièce, et derrière chaque félicitation, elle sentait le regard du capitaine Tran comme une ombre qui attendait son heure. Dans sa tente, seule, elle ouvrit une lettre qu'elle n'avait jamais envoyée. « Cher commandement, vous m'avez appris à tirer sans hésiter, mais jamais à me taire devant l'injustice. Si cela fait de moi une mauvaise soldate, alors je le suis avec honneur. » Elle replia la feuille et la glissa dans son carnet. Elle savait que ce jour-là, à Falloujah, elle n'avait pas seulement tiré sur un ennemi. Elle avait déclenché une guerre plus grande, une guerre contre un système. Le retour aux États-Unis fut plus glacial que prévu. Pas de fanfare, pas de caméra, juste la pluie qui battait sur le tarmac de Norfolk et un officier anonyme qui lui serra la main sans la regarder. « Bienvenue chez vous, lieutenant. Chez elle ?» Émilie sentit le mot sonner creux. La base navale semblait étrangère, trop calme après le vacarme de Falloujah. Les murs gris, les drapeaux trop propres, les couloirs où les rumeurs glissaient plus vite que le vent. Dès le lendemain, elle fut convoquée à une réunion informelle avec son supérieur, le capitaine Michael Tran, le même homme dont la voix lui rappelait encore l'arrogance du désert. Il l'attendait dans son bureau, appuyé contre la fenêtre, un sourire en coin. « Lieutenant Hayes, toujours aussi droite. On dit que la guerre laisse des traces, mais vous semblez intact. »« J'ai appris à les cacher, monsieur. » Il l'invita à s'asseoir. Sur le bureau, un dossier à son nom, déjà épais. « Vous savez pourquoi je vous ai fait venir ? Pour parler de mon rapport ? » Entre autres. Il fit claquer la couverture du dossier. « Vous avez fait du bon travail, mais disons que certaines personnes au commandement ne sont pas à l'aise avec votre façon d'agir. » Émilie fronça les sourcils. « Sauver des vies les met mal à l'aise ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. » Sourire. « Vous avez tiré sans ordre, et vous avez prouvé qu'une femme pouvait désobéir à un homme dans une situation critique. Ce genre de message, ça dérange. » Elle sentit une brûlure lui remonter la gorge. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, ce genre de message est celui de la vérité. » Tran s'approcha lentement. « Vous êtes brillante, lieutenant, mais le monde militaire n'est pas prêt pour votre vérité. Vous voulez que je vous donne un conseil. Restez tranquille, ne faites plus de vagues. » Elle se leva, les poings crispés. « Je ne suis pas venu ici pour être tranquille, capitaine. » Les semaines suivantes furent une lente suffocation. Chaque jour, un petit incident, un rapport manquant, une réunion à laquelle on oubliait de l'inviter, des remarques murmurées à la cafétéria. La tireuse d'élite sentimentale, celle qui tire quand ça lui chante. Une femme, quoi. Les regards pesaient plus lourds que les mots. Même ses camarades, Jenkins compris, semblaient s'éloigner peu à peu. Une nuit, en rentrant de la salle d'entraînement, elle trouva sur son casier une photo d'elle, prise pendant un exercice. Quelqu'un avait griffonné dessus « Belle gâchette, mais mauvaise soldate ». Elle resta figée un long moment, la photo entre les doigts, puis elle la déchira lentement, morceau par morceau. Quelques jours plus tard, le capitaine Tran organisa un dîner pour renforcer la cohésion de l'équipe. Tout le personnel y était convié. Émilie hésita, mais refuser aurait encore alimenté les rumeurs. Le restaurant était bruyant, saturé d'un parfum de whisky et d'huile de mer. Les rires fusaient, les toasts s'enchaînaient. Tran, impeccable dans son uniforme, dominait la table. Il semblait jouer un rôle, celui du mentor bienveillant. « Lieutenant Hayes », dit-il en levant son verre, « à nos tireurs d'élite, l'arme la plus précise du pays, et la plus séduisante. » Rire gras autour. Émilie se figea. « Je préférerais qu'on parle de précision plutôt que de séduction, monsieur. »« Oh, ne soyez pas si sérieuse, » répondit-il avec un clin d'œil. « On peut être belle, qui était dangereuse, non ?» Les autres se turent, gênés. Elle se leva brusquement. « Excusez-moi. » Dans le couloir, elle inspira profondément. La colère et la honte se mêlèrent dans sa gorge. Derrière elle, elle entendit des pas. « Émilie, attendez. » Tran. Elle se retourna. « Je crois que la soirée est terminée pour moi. Ce n'est pas une raison pour manquer de respect à vos supérieurs. » Il s'approcha. Trop près. L'alcool dans son souffle, le ton faussement doux. « Vous savez, certains officiers aimeraient vous voir échouer. Mais moi, je peux vous protéger, à condition que vous sachiez être reconnaissante. » Son sang se glaça. « Reculez,
capitaine. Ce n'est pas une menace, c'est une opportunité. Il posa la main sur son bras. Elle le repoussa d'un geste sec. Ne touchez pas à moi. Le silence tomba, lourd. Son regard changea. De charmeur, il devint froid, presque cruel. Très bien, lieutenant. Vous venez de refuser la seule main tendue qu'il vous restait. Elle s'en alla sans se retourner, mais dans son dos, elle sentit déjà le poids de la vengeance à venir. Les jours suivants, les représailles commencèrent. Une inspection surprise dans sa chambre, irrégularité. Un rapport falsifié sur une mission d'entraînement, une demande de mutation rejetée sans explication. Jenkins tenta de l'avertir. « Il te détruit, M. Il fait ça proprement, lentement. »« Alors je tiendrai, » répondit-elle. Mais la nuit, seule dans sa chambrée, elle sentait les murs se resserrer. Le silence des autres la dévorait, plus sûrement que les attaques. Dans ce silence, elle entendait encore la phrase de Tran. « Je peux vous protéger. » Elle comprit alors que dans cette armée, le vrai danger n'était pas sur le champ de bataille. Il portait des galons dorés et un sourire impeccable. Et qu'un jour, tôt ou tard, il la forcerait à riposter. La pluie avait commencé à tomber, comme si le ciel lui-même voulait laver les stigmates de la journée. Mais l'eau glissait sur l'acier des hangars, sans effacer rien du tout. Le tonnerre roulait loin, comme une menace distante. Émilie rentrait tard, les épaules alourdies par la journée, entraînement, paperasserie, regards esquivés. Elle était entrée dans le bâtiment des officiers en pensant à un rapport à rendre, pas à un piège. Le capitaine Tran l'attendait dans l'ombre d'un couloir, la silhouette nette contre la lumière froide d'une lampe. Lorsqu'il l'aperçut, un sourire s'élargit, un sourire qui n'avait rien d'amical. « Lieutenant Ace, dit-il, tout en douceur, nous devons parler de votre attitude, là, maintenant. » Elle posa son sac, sentit l'air se glacer dans sa poitrine. « J'ai déjà pris rendez-vous formel, capitaine. Si ça concerne une rétroaction, nous pouvons le faire en présence... »« En présence de qui ?» interrompit-il. « De ceux qui chuchotent parce qu'ils ont peur ? Non, ici, entre vous et moi. C'est ce qu'on appelle la franchise. » Ces mots respiraient la menace sous le vernis du soin. Émilie sentit l'odeur de son parfum, artificiel, et le brusque souvenir de la main qu'il avait déjà posée sur son bras lors du dîner. Son estomac se contracta. « Je n'ai rien à dire, » répondit-elle. « Ne jouez pas les héroïnes, M, dit-il en s'approchant d'un pas. Vous savez très bien que je peux faciliter votre carrière. Vous savez ce que je peux faire, et vous savez ce que j'attends. » Il tendit la main, lentement, comme pour saisir un objet fragile. Émilie recula d'un pas. Les murs semblèrent se rapprocher. « Laissez-moi partir, capitaine. » Il rit presque, un son qui n'avait rien de léger. « Vous ne pouvez pas partir. Pas tant que je n'ai pas eu ce que je veux. » La main de Tran se posa sur son épaule, puis glissa, cherchant à l'attirer plus près. Émilie sentit la rage monter, comme un goût métallique dans sa bouche. Son entraînement, le contrôle appris au fil des missions, se transforma en une colère froide. « Ne me touchez pas, » répéta-t-elle. « Ne m'approchez pas. » Il resserra sa prise. Sa voix d'abord mielleuse devint une promesse. « Comprenez bien, Ace. Les hommes comme moi obtiennent ce qu'ils demandent. C'est alors que quelque chose en elle bascula. Pas une explosion. Non. Une décision nette, chirurgicale, aussi précise que ses tirs. Elle ne pouvait pas permettre que cet homme convertisse son autorité en violence. Elle mit sa paume sous sa main et la poussa d'un geste sec. Tran vacilla, surpris plus que blessé. Il tenta de rattraper la situation par l'arrogance. Insolente. Il saisit son poignet pour la ramener à lui. Émilie, prise dans un réflexe ancien, se dégagea, pivotant. Leurs corps échangèrent un contact bref. Sa botte heurta le sol, son équilibre céda. Tran recula, trébucha contre un banc et heurta le mur de plein fouet. Le bruit sourd résonna comme un coup de canon dans le couloir vide. Il tomba, la tête cognant durement le carrelage. Le silence qui suivit était plein et lourd. Des gouttes de pluie glissaient sur la fenêtre, indifférentes. Émilie resta figée, la respiration saccadée, regardant l'homme étendu. Son cœur battait fort, non de triomphe, mais d'effroi. De savoir que ce moment, même s'il avait été une défense, pouvait se retourner contre elle. Les pas arrivèrent avant qu'elle ait pu faire quoi que ce soit. 2 soldats, alertés par le bruit, déboulèrent, lampes torches pointées, yeux écarquillés. Une voix au loin criait « On a besoin d'un médecin !» En quelques minutes, le couloir fut rempli de visages fermés, d'un officier supérieur qui hurlait des ordres et d'une infirmière en garde,
qui vérifiait le pouls de Tran. Émilie sentit quelqu'un l'empoigner par le bras, sans ménagement. Les mots pleuvaient. « Vous devez rester calme, restez ici, ne bougez pas. » Elle sentit le froid des menottes se refermer autour de ses poignets quelques heures plus tard, lorsque la décision d'arrêter fut prise. « Il m'a agressée, dit-elle d'une voix rauque à ceux qui voulaient l'entendre. Il m'a... » On l'écouta d'abord, comme on écoute une histoire ambiguë. Puis la machine administrative se mit en marche. Rapport d'incident, isolement, interrogatoire. Tran, sur son lit, gémissait. Les médecins parlaient d'une commotion, de tests à effectuer. Les témoins donnaient des versions floues, contaminés par la peur de choisir un camp. On la conduisit dans une cellule d'isolement, petite, sans fenêtre. Son sac de soldat épousait sa silhouette sur le banc métallique. Elle avait la bouche sèche, la tête pleine d'images, la chaleur du désert, la courbe de la culasse, le visage d'un frère d'armes tombé, la phrase de Tran « Je peux vous protéger » devenue menace. Elle repensa à son ami d'enfance qui lui avait dit autrefois « Ne laisse personne acheter ton silence ». Elle avait gardé ces mots comme une médaille invisible. Dans les heures qui suivirent, le commandement monta un dossier. Les mots officiels, transparents et cruels, s'alignèrent. Agression physique sur un officier supérieur, atteinte à la discipline, comportement imprévisible. On parla de la nécessité d'une enquête impartiale. Mais l'air vibrait d'une autre chose, le sous-entendu, la possibilité qu'une femme qui se défend soit peinte comme dangereuse et incontrôlable. Les camarades qui avaient jadis respecté Émilie se retrouvèrent coincés entre l'évidence de ce qu'ils avaient vu, un homme agressant, une femme, et la fidélité au système qui couvrait tout. Certains, mal à l'aise, refusèrent de témoigner. D'autres, silencieux, fuyèrent. Jenkins passait devant sa cellule et regardait ailleurs. Dwyer lui envoya un regard douloureux, sans pouvoir franchir la porte. La nuit, enfermée, Émilie revit une autre image qui la hantrait toujours, le cercueil d'Andrés Rowe Morales, son frère d'armes, tombé 2 ans plus tôt dans une embuscade. Rowe lui avait appris à accepter la peur, comme un instrument, pas comme un ennemi. Elle avait juré, devant sa photo, de ne jamais permettre que la peur la réduise au silence. Et maintenant, face aux accusations qui allaient pondevenir, elle sut que tenir cette promesse serait plus coûteux que tout ce qu'elle avait déjà payé. Les enquêteurs arrivèrent le lendemain matin, solennels. Les questions commencèrent. Pourquoi avez-vous réagi ainsi? Aviez-vous des antécédents d'agression? Qui vous avez vu? Chaque question était une lame discrète. Émilie répondit avec la même précision qu'au combat. Elle exposa les faits, le comportement de Tran, ses propres gestes. Plus elle parlait, plus elle sentit la pièce se remplir d'un mélange glacial de stratégie et d'hostilité. À l'extérieur, dans les couloirs, les chuchotements prenaient une forme nouvelle. On la regardait comme on regarde une bombe qui n'avait pas encore explosé. Les femmes fortes deviennent dangereuses quand elles ne sont plus contrôlées, chuchota quelqu'un sans savoir qu'on l'entendait. Le dossier se refermait peu à peu sur elle. Le commandement recommanda la suspension provisoire, l'isolement pendant l'enquête. L'armée, qui l'avait formée et couverte de médailles, entamait maintenant le processus qui transforme un héros en exemple. Mais pas pour l'honneur, pour la leçon. Émilie s'allongea sur le banc froid, observant la petite fenêtre haute qui offrait un mince rectangle de ciel. Là-haut, Tsiya-lo, les nuages se déchiraient, laissant passer un ray de lumière. Elle pensa à Fallujah, au tir, à Roux, à l'amiral Sinclair dont elle ne connaissait pas encore le rôle. Elle pensa à toutes les femmes qui avaient enduré des humiliations et des menaces pour avoir refusé de se plier. Et elle se dit, sans l'ombre d'un doute, qu'elle ne céderait pas. Qu'on la peigne comme coupable, comme folle, comme dangereuse, elle tiendrait. Parce que la vérité, elle le savait désormais, peut être longue à triompher. Mais elle était prête à la défendre, même si pour cela il fallait perdre tout ce qui lui restait. Le jour du procès s'ouvrit sous un ciel bas, lourd comme une menace. Emily Hayes fut ramenée de sa cellule dans une jeep militaire escortée par 2 gardes silencieux. À travers la vitre, la base s'étendait, familière et étrangère à la fois. Ces mêmes bâtiments gris qu'elle avait autrefois considérés comme un refuge lui semblaient désormais faits de pierre et de jugement. Dans le couloir du tribunal, ses bottes résonnaient sur le sol comme un rappel d'armes. Tout le monde la regardait, officiers, journalistes, anciens frères d'armes. Mais aucun regard n'osait durer plus d'1 seconde.
Elle marchait, tête haute, en se répétant « Ne montre rien, pas encore ». À l'intérieur, le capitaine Michael Tran trônait sur un fauteuil roulant, la tête bandée. Sa mise en scène était parfaite. Le procureur parla le premier, débitant une liste d'accusations d'une voix sèche. L'armée doit montrer l'exemple. Si l'indiscipline et la violence prennent racine dans ses propres rangs, où irons-nous ? Émilie observait sans ciller. Dans son uniforme bleu repassé, elle semblait à la fois acculée et invincible. Elle pensa à Fallujah, à la chaleur du désert, au tir qu'elle n'avait jamais regretté. Et elle comprit que ce jour-là, ce n'était pas seulement elle qu'on jugeait, c'était ce que représentait sa présence ici. La preuve vivante qu'une femme pouvait être redoutable sans permission. Le juge Mercer fit signe à l'amiral Sinclair, assis à l'arrière, de s'approcher. La salle se figea. Tout le monde savait qu'il n'avait pas été cité officiellement, mais personne n'osa l'en empêcher. Sinclair avança lentement, mains croisées derrière le dos, regard d'acier. « Votre honneur, dit-il d'une voix grave, je demande le droit de témoigner en faveur du lieutenant Hayes. » Le procureur tenta de protester. « Amiral, ce n'est pas prévu. »« Rien de ce qui est juste ne l'est, » coupa-t-il. Le juge hésita, puis hocha la tête. « Accordé. »« Faites court, amiral. » Sinclair déposa sur la table une épaisse chemise beige. Ce sont des rapports classifiés, déclassifiés ce matin par le bureau de la marine. Ils concernent les plaintes internes déposées contre le capitaine Tran au cours des 4 dernières années. Le murmure qui s'éleva dans la salle eut le goût du choc. 3 témoignages féminins, poursuivit l'amiral. Des accusations d'abus d'autorité, de harcèlement, d'intimidation. Toutes sans suite. Les dossiers ont disparu des archives internes, jusqu'à ce matin. Le procureur blêmit. C'est une violation de la procédure. Non, rectifia Sinclair, c'est la révélation d'une procédure corrompue. Il s'approcha du capitaine, s'inclina à peine. Vous vous souvenez de l'enseigne Carver, n'est-ce pas ? Celle qui a demandé sa mutation avant d'être envoyée dans une zone à risque. Elle n'est jamais revenue. Tran détourna le regard. Sinclair reprit. Et aujourd'hui, vous osez parler de discipline. Ce que vous appelez indiscipline, moi j'appelle ça le courage de refuser la soumission. Le silence s'épaissit. Émilie fixait Sinclair, incapable de parler. Il avait sorti ses dossiers sans la prévenir, risquant sa propre carrière. Le juge feuilletait déjà les documents, l'air grave. Ces éléments sont-ils authentiques ? Absolument, répondit Sinclair. Et il y a mieux. Il sortit un enregistrement audio. Une voix reconnaissable s'éleva, celle de Tran, captée à son insu dans un couloir. Elle croit que quelqu'un la défendra. Je vais lui apprendre jusqu'où va la loyauté d'un soldat. Le sang se retira du visage du procureur. Le juge leva la main. Stoppez l'enregistrement. Le silence suivant fut presque douloureux. Sinclair se redressa, fixa la salle entière. Lieutenant Hayes a tiré pour sauver des vies. Elle s'est défendue quand un officier a voulu la réduire au silence. C'est ça, la vérité. Et si vous condamnez cette femme aujourd'hui, alors vous condamnez tout ce qu'il reste de l'honneur militaire. Le juge Mercer se passa la main sur le visage, épuisé. Ses yeux glissèrent vers Émilie. « Lieutenant, souhaitez-vous dire quelque chose avant que le tribunal ne délibère ?» Elle se leva lentement, sa voix était basse, mais chaque mot tombait comme une balle précise. « Je n'ai pas choisi cette guerre, ni celle du désert, ni celle d'ici. Mais quand un homme pense qu'il peut posséder ce qu'il commande, quand l'obéissance devient plus importante que la justice, alors la guerre est déjà perdue. » Une larme coula sur la joue d'une jeune officier dans le public. Personne n'applaudit, mais la salle entière vibra d'un respect muet. Le juge se retira. Quelques minutes plus tard, il revint, pâle, fatigué, mais lucide. Le tribunal militaire déclare le lieutenant Emily Hayes non coupable de toutes les charges. Le capitaine Michael Trent est suspendu de ses fonctions en attente d'une enquête disciplinaire. Un souffle parcourut la salle. Les chaînes invisibles se brisèrent. Émilie sentit ses genoux trembler, mais tint bon. L'amiral Sinclair s'approcha d'elle, discret. « Vous êtes libre, lieutenant ?»« À quel prix ?» murmura-t-elle. « Le bon prix, celui de la vérité. » Puis, assez bas pour qu'elle seule entende, « On m'avait dit qu'il fallait un homme pour briser le silence. Ils se sont trompés. » Il salua le juge, puis quitta la salle sans un mot de plus. Quand la porte se referma derrière lui, Émilie resta un instant immobile, les yeux perdus dans le vide. Elle entendait encore les applaudissements lointains des civils dehors, les journalistes criaient son nom.
Mais à l'intérieur d'elle, c'était le silence. Pas celui de la peur, celui, plus rare, de la justice enfin entendue. Le lendemain du verdict, la base militaire semblait différente. Le vent qui balayait le drapeau portait un autre son, celui d'une libération étouffée. Pourtant, Emily Hayes marchait comme une ombre entre les bâtiments gris. Chaque salut qu'on lui adressait sonnait faux, incertain, un mélange de respect forcé et de peur de s'associer à elle. Les journaux du matin avaient donc titré « Lieutenant Hayes blanchi, le scandale, Tran éclate ». Sous la photo d'Emily menottée, les mots dansaient comme une revanche tardive. Mais à la cafétéria, personne n'osait s'asseoir à sa table. Les conversations s'interrompaient à son passage. L'armée, comme toujours, avait trouvé un moyen de punir même l'innocence, le silence. Dans le bureau du commandement, le juge Mercer signait les ordres disciplinaires. « Le capitaine Trent a quitté l'hôpital ce matin », annonça un aide de camp. Il a demandé une mise à la retraite anticipée. Et le procureur, démission, sous la pression de la presse et du Sénat. Mercer hocha la tête. Une part de lui se sentait soulagée, une autre honteuse. Il pensa à la phrase de Sinclair. « Ce que vous appelez indiscipline, c'est le courage de refuser la soumission. » Il regarda la fenêtre où se reflétait le drapeau américain et murmura « Peut-être qu'on avait besoin d'une femme pour nous rappeler ce que c'est, l'honneur. » Ce jour-là, Emily fut convoquée dans une salle où l'attendait une journaliste, la même jeune femme rousse qu'elle avait aperçue au premier jour du procès. « Lieutenant Hayes, je suis Claire Duval, The Atlantic Post. Puis-je vous poser quelques questions ?» Emily hésita, puis acquiesça. « Vous avez été blanchie, mais vous semblez plus triste que soulagée. Pourquoi ? » « Parce que j'ai gagné seule, » répondit Emily. « Et dans cette victoire, j'ai perdu beaucoup. » La journaliste prit des notes, n'y allait jamais sans parler. Emily continua. « Ce que j'ai vécu n'est pas une exception. C'est un système qui préfère le silence à la vérité. Moi, j'ai eu la chance qu'un amiral entre dans la salle au bon moment. D'autres n'ont personne. »« Que comptez-vous faire maintenant ?» demanda Claire. « Je n'en sais rien. Peut-être partir, peut-être parler. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Je ne veux pas devenir une héroïne. Juste une preuve que le mensonge peut tomber, même quand il porte un uniforme. » Les jours suivants, les révélations continuèrent. 3 autres femmes, inspirées par le procès, déposèrent plainte contre Tran et 2 officiers de son entourage. Des courriels furent publiés, des échanges compromettants, des notes internes falsifiées. Les journaux parlaient de « nettoyage moral » dans la Navy. Mais pour Emily, c'était une victoire sans éclat. Elle passa ses soirées à marcher le long du port. Le vent salé, les cris des mouettes, le claquement régulier des vagues, tout cela l'apaisait. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les hangars, elle entendit une voix derrière elle. « Vous êtes encore là, lieutenant ?» Elle se retourna. L'amiral Sinclair. Il portait un manteau gris, simple. « Je pensais que vous aviez quitté la base, » dit-elle. « Pas avant de vous avoir parlé. » Ils marchèrent côte à côte sur le quai. « Vous avez fait ce que beaucoup n'auraient jamais osé, » dit-il. « Vous avez tenu bon. » « J'ai tenu, oui. Mais à quoi bon si le système reste le même ? Vous ne le voyez pas encore, mais vous avez fissuré quelque chose. Et quand un mur se fissure, tôt ou tard, il tombe. » Elle le regarda, dubitative. « Et vous ? Vous avez risqué votre carrière pour moi. » « Pourquoi ?» Sinclair eut un demi-sourire. « Parce que j'ai connu des hommes comme Tran toute ma vie, et j'ai perdu trop de bons soldats à cause d'eux. Vous m'avez rappelé ce que j'avais oublié. La loyauté ne se mérite pas par le rang, mais par la vérité. » Ils restèrent silencieux un moment. Les lumières du port tremblaient dans l'eau. « Que ferez-vous maintenant ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas encore. Peut-être retourner au tir, peut-être écrire. »« Écrivez, » dit-il doucement. « Les balles tuent, mais les mots changent les lois. » Un léger rire lui échappa. « C'est drôle d'entendre ça d'un amiral. »« Même la mer finit par s'apaiser, » répondit-il. « Et les tempêtes, parfois, portent des fleurs. » Quelques jours plus tard, une lettre arriva à son nom. Papier officiel, sceau doré. « Le commandement vous informe que le dossier du capitaine Tran est transmis au tribunal fédéral. Vos déclarations ont servi de base à la réforme interne du code de conduite militaire sur les agressions et abus de pouvoir. » Elle resta longtemps à regarder la signature au bas de la page.
Elle pensa à toutes celles qui n'avaient jamais eu de Sinclair pour les défendre. Cette fois, elle sourit, pas de triomphe, mais de paix. Le soir même, elle rangea ses médailles dans une boîte. Sur la dernière, gravée au dos, on lisait « À celle qui a refusé de se taire ». Elle ferma le couvercle, doucement, comme on referme un chapitre. Dehors, le vent soufflait toujours, mais il ne portait plus la peur. Il portait la promesse d'un monde un peu plus juste. 3 mois avaient passé. L'hiver avait couvert la base d'un voile pâle, et la mer, d'ordinaire rugissante, semblait s'être assagie. Les jours s'étaient allongés, mais le temps, pour Emily Hayes, s'était arrêté quelque part entre le soulagement et le vide. Ce matin-là, elle se tenait devant un miroir ajustant son uniforme neuf. Les décorations brillaient sous la lumière artificielle, impeccable. Dans quelques minutes, elle allait entrer dans la grande salle du commandement pour recevoir une médaille qu'elle n'avait jamais désirée. Une voix derrière la porte. « Lieutenant Hayes, la cérémonie va commencer. »« J'arrive. » Elle inspira profondément. Les bottes cirées, le col droit, tout semblait en ordre, sauf son regard où se mêlaient fatigue et distance. Elle n'avait pas remis les pieds sur un champ de tir depuis des semaines. Ses nuits étaient peuplées d'images confuses, les menottes, le visage de Tran, la main de Sinclair qui libérait le métal, le bruit de la foule. La salle d'honneur était pleine. Officiers, journalistes, sénateurs. L'amiral Sinclair était là, au premier rang, droit comme un mât. Quand elle entra, tout le monde se leva. Une fanfare militaire résonna, solennelle et creuse. Le général North prit la parole. « Aujourd'hui, nous honorons le courage, pas seulement celui du champ de bataille, mais celui de dire non quand tout pousse à se taire. Le lieutenant Emily Hayes a défendu non seulement l'intégrité de l'uniforme, mais aussi celle de la vérité. » Des applaudissements éclatèrent. Emily monta sur l'estrade. Le général lui remit une médaille dorée, suspendue à un ruban bleu marine. « Vous avez rappelé à l'armée ce que signifie servir, dit-il. » Elle hocha la tête, sourit pour la forme. Les flashs des caméras la frappaient au visage. « Ils aiment toujours les héros, pensa-t-elle, surtout quand les héros se tiennent tranquilles. » Après la cérémonie, elle sortit sur la terrasse. Le vent froid de février lui fouetta le visage. Derrière elle, les discours continuaient. Devant elle, la mer s'étendait, immense, indifférente. « Vous auriez pu refuser la médaille, » dit une voix grave. Elle se retourna. Sinclair. « Je l'ai envisagé, » répondit-elle, « mais ils en auraient donc fait une autre histoire, la soldate ingrate. Vous avez raison, parfois il faut accepter la victoire, même quand elle a un goût amer. » Ils restèrent côte à côte, silencieux un moment. « Vous savez, » ajouta-t-il, « le Sénat a adopté la réforme que vous avez inspirée. Les procédures internes ne pourront plus étouffer les plaintes. Alors tout ça n'aura pas été pour rien. Rien n'est jamais pour rien. Hayes, même la douleur finit par servir à quelqu'un. » Il lui tendit une enveloppe. « Ordre de mutation. Vous êtes réintégré dans les forces spéciales, si vous le souhaitez. » Elle la prit, sans l'ouvrir. « Et si je refuse ? Alors vous êtes libre. Libre pour de vrai. » Un sourire discret passa entre Binorazingju. « Merci, amiral. Pour tout. Ne me remerciez pas. Vous m'avez rappelé pourquoi je portais cet uniforme. » Il salua, puis s'éloigna, silhouette blanche qui se fondait dans la brume du port. Le soir, seule dans sa chambre, Émilie posa la médaille sur la table. La lumière de la lampe dansait sur le métal. Elle ouvrit lentement l'enveloppe de Sinclair. À l'intérieur, une phrase manuscrite, ajoutée sous la signature « Les batailles changent, mais les soldats vrais ne disparaissent jamais ». Elle referma la lettre, la rangea avec soin. Dehors, la neige commençait à tomber, silencieuse. Elle pensa à Fallujah, à la petite fille qu'elle avait sauvée, à toutes celles qu'elle n'avait jamais pu sauver d'un autre type de guerre, celles qui ne laissaient pas de cicatrices visibles. Son regard se posa sur la médaille. Elle la prit dans sa main, la fit tourner, puis souffla. Le courage, ce n'est pas d'affronter la mort, c'est de continuer à vivre après. Elle posa la médaille dans la boîte où dormaient déjà ses anciennes décorations, puis ferma le couvercle. Le bruit sec du métal contre le bois résonna comme une fin. Ou peut-être un commencement. Elle éteignit la lumière, laissant la pièce dans une pénombre douce. Au loin, la mer, calme, respirait lentement. La nuit s'étendait sur la base comme un drap de velours. Le silence, rare ici, semblait presque sacré. Emily Hayes traversait le terrain d'entraînement, seule, les mains dans les poches de sa veste. Le ciel était clair,
constellée d'étoiles froides. Elle s'arrêta devant le vieux hangar du stand de tir, abandonné depuis des mois. Une ampoule vacillante illuminait la porte métallique. Elle entra. L'odeur familière de poudre et d'huile de canon l'enveloppa aussitôt. Sur le mur, les cibles usées portaient encore les traces d'anciens tirs, les siens, pour la plupart. Elle alluma les néons, posa son sac sur la table, sortit son fusil. Le métal glacé contre sa paume réveilla une mémoire profonde, la précision, la concentration, l'équilibre entre force et calme. Elle chargea lentement une seule balle, pas pour tuer, pour se souvenir. Le coup partit, net, parfait. Le centre de la cible éclata en silence. Elle posa le fusil, soupira et sourit à moitié. Ce n'était plus une arme, mais un écho, celui de tout ce qu'elle avait été. Elle s'assit ensuite sur le banc de tir, sortit de son sac une boîte en bois, la même où dormaient ses médailles. Elle l'ouvrit. La lumière se refléta sur le métal, sur les rubans colorés, sur la nouvelle distinction remise quelques jours plus tôt. Elle resta longtemps à les contempler. Chaque médaille racontait une bataille, mais pas celle qu'on enseigne dans les manuels, celle qu'on mène quand personne ne regarde, tenir quand tout s'écroule, dire non quand tout pousse à obéir, rester droite même quand la vérité coûte cher. Elle prit la dernière, celle du ruban bleu marine, la serra dans sa main. Puis, lentement, elle la rangea au fond de la boîte. « Le vrai courage, murmura-t-elle, c'est de ne plus avoir besoin qu'on te dise que tu en as eu. » Elle referma la boîte, la glissa dans son sac et se leva. En sortant du hangar, elle aperçut l'aube poindre au loin, un filet d'or au-dessus de la mer. Les premières vagues se brisaient doucement sur la jetée. Le vent frais lui fouettait le visage. Elle s'arrêta sur le quai, face à l'eau, et laissa le silence l'envahir. Tout ce qu'elle avait traversé, la peur, la honte, la colère, le jugement, s'effaçait lentement. Il ne restait plus que la paix. L'amiral Sinclair avait raison, certaines guerres se gagnent sans tirer. Elle pensa aux autres femmes, celles qu'elle n'avait jamais rencontrées, mais qui, peut-être, lisaient maintenant son nom dans les journaux. Peut-être que, quelque part, une jeune recrue hésitait moins à parler, à se défendre, à se lever. Et c'était assez. Elle respira profondément, leva les yeux vers l'horizon. Le soleil perçait, lentement, faisant scintiller la surface de l'eau. Son reflet, déformé par les vagues, lui rendait un sourire tranquille. Plus tard, elle quitta la base sans cérémonie. Pas de fanfare, pas de discours. Juste un sac, un billet de train et la sensation d'avoir bouclé un cercle. Dans le wagon, elle regardait défiler les paysages, la tête contre la vitre. La liberté avait un goût étrange, ni victoire, ni défaite, juste le droit d'exister sans permission. Sur ses genoux, un carnet. Elle y nota quelques mots. Il y a des guerres qu'on ne gagne qu'en restant debout, pas en tirant. Le courage, c'est de se relever quand plus personne ne regarde, et parfois, les héros ne portent plus d'uniforme. Elle referma le carnet, le rangea dans son sac. Un sourire lui vint, doux et sincère. Le train filait vers l'inconnu. Dehors, les champs s'étendaient, baignés de lumière. En quittant la gare, elle jeta un dernier regard vers le ciel. La brise portait encore une odeur d'océan. Elle pensa à Sinclair, à Jenkins, à tous ceux qui avaient dit croiser sa route, et à ceux qu'elle ne reverrait jamais. Mais elle n'avait plus de regrets, seulement une certitude. Elle avait survécu à tout sans renoncer à elle-même. Elle marcha vers la ville, anonyme parmi les passants, légère. Le monde autour d'elle bruissait, plein d'histoires à venir. Et, sans se retourner, elle murmura « Si vous croyez encore que la force n'a pas de genre, partagez cette histoire.